Salut à tous, aujourd'hui c'est lundi et vous le savez, lundi c'est Podium, nouvel épisode aujourd'hui, on est au numéro 8, je suis toujours en compagnie de mon ami Jérôme et on a plein de grosses news à vous annoncer cette semaine. Je vous le rappelle, donc tous les lundis à midi on lance le nouveau Podium, donc allez voir sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, sur toutes les plateformes, on l'envoie, vous pouvez aussi l'écouter sous forme de podcast si vous voulez pas voir nos têtes et voilà, c'est tous les midis. Donc quand vous mangez votre petit sandwich le lundi midi, eh bien vous prenez un bon bol de news digital avec Podium et comme ça vous aurez plein de choses à raconter aux collègues intéressantes le reste de la semaine. De quoi va-t-on parler, Jérôme, aujourd'hui? Yes, salut Julien. Donc aujourd'hui, on va parler SEO, SEA. Gros débat, gros sujet qui mérite, je pense, quelques clarifications. On va parler de la fin d'Analytics, en tout cas tel qu'on le connaît. Gros dossier aussi. Et on terminera, on vous l'avait déjà annoncé la semaine dernière, et donc ça arrive cette fois-ci. On va reparler de Pinterest avec la présentation qu'ils ont faite il y a pas longtemps, Pinterest Presents, et quelques nouveautés pour tout ce qui est shopping. Donc on en parle, on terminera en tout cas par ce gros sujet. Donc premier sujet, Julien, SEO, SEA, dis-nous-en un petit peu plus. Écoute, ce sujet, il part d'une news qu'on a vue sur le site Search Engine Journal, où en gros, il nous parle d'un nouveau protocole qui s'appelle Index Now. Donc c'est un petit peu technique. Pour ceux qui ont fait un petit peu de SEO, vous le savez, le SEO prend du temps. Quand vous faites des modifications sur votre page ou que vous lancez un nouveau site, eh bien ça prend un peu de temps avant que les moteurs de recherche comme Google ou Bing viennent sur votre site, enregistrent vos pages et les mettent à l'index. Et donc c'est ce qui rend parfois le SEO un petit peu long et compliqué, c'est que chaque fois que vous faites des modifications, eh bien il faut un peu de temps que les robots arrivent sur votre site pour venir voir ce qu'il y a sur vos pages et l'indexer ou non. Et donc ici, ce nouveau protocole Index Now a pour but de simplifier un peu tout ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des nouvelles pages ou un nouveau site que vous voulez publier et que vous voulez le publier en une fois sur tous les navigateurs et que les navigateurs viennent rapidement le voir pour pouvoir le mettre dans l'index et donc vous référencer, eh bien ce protocole est là pour ça. Donc actuellement, il est toujours en test et a pour but vraiment d'accélérer la mise en ligne et le ranking, si vous voulez, de vos différentes pages et de vos différents sites au niveau du SEO. Ce qu'il raconte ici dans l'article, c'est que c'est un protocole open source qui est disponible pour les différents publishers. Et alors, le gros avantage, c'est que ça évite de devoir envoyer son site à Google via le Search Console, de devoir l'envoyer à Bing via leur Search Console aussi, et de l'envoyer finalement à tous ces navigateurs manuellement. Ça prend pas mal de temps. Et donc ici, actuellement, c'est ce qu'ils nous disent. Il y a plusieurs outils de recherche comme Bing, Yandex, qui utilisent déjà ce protocole. Ça devrait arriver normalement sur Google. Ils sont en train de le tester. Et donc voilà, je trouve ça intéressant pour tous les gens qui font du SEO de pouvoir indexer vos nouveaux contenus un petit peu plus vite avec ce nouveau protocole. Donc c'est quelque chose qu'on testera dans les semaines à venir. Et ce qui nous permet justement de parler du sujet aujourd'hui, c'est toujours ce SEO versus SEA. Donc tu le sais, Jérôme, on reçoit beaucoup de gens qui arrivent chez nous en disant tiens voilà, j'ai vu dans une formation ou j'ai vu sur le web que je devais faire du SEO. On va faire du SEO et ça va marcher pour mon site. Et donc après, dans la pratique, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça et que le SEO finalement prend du temps. Donc ça, je voudrais encore clarifier la différence aujourd'hui entre SEO et SEA, référencement naturel, référencement payant. Attention que le référencement naturel n'est pas gratuit, ça on en reviendra plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites un site aujourd'hui, que vous faites des contenus pour vous référencer sur Internet, ça ne va pas être automatique. Ça veut dire c'est pas demain ou après-demain que votre page va être dans le top 10 Google. Ça prend plus de temps que ça. Le temps justement que ces robots viennent sur le site, analysent votre contenu, analysent les liens et ce genre de choses. Donc si vous voulez des résultats rapides, alors on conseille toujours de passer vers du SEA. La différence entre les deux, c'est que quand l'utilisateur va taper un mot-clé, eh bien, grâce au SEA, donc Search Engine Advertising et pas Search Engine Optimization, c'est ça que ça veut dire SEO et SEA, eh bien, c'est que grâce au SEA, vous allez pouvoir avoir une annonce, vous le connaissez, ces annonces publicitaires textuelles qui sont tout au-dessus des résultats de recherche. Eh bien, ça va vous permettre de vous placer aujourd'hui. Vous mettez le mot-clé dans vos campagnes, vous l'achetez, eh bien, vous allez avoir vos publicités aujourd'hui sur ce mot-clé et pouvoir driver du trafic sur votre site maintenant. Quant à votre page en SEO, peut-être sur le même mot-clé, eh bien, il va peut-être lui falloir 2, 3, 4, 6 mois, 1 an pour pouvoir venir dans les premières positions. Et donc, bien faire attention, si vous voulez des résultats rapides, ça va pas être en SEO, c'est un boulot, c'est un vrai boulot à temps plein qui prend du temps. Si vous voulez des résultats plus rapides et amener du trafic, il faut passer par le SEA. Et alors, c'est ce qu'on dit toujours, nous, on conseille à nos clients de toujours commencer avec un petit peu de SEA, tout simplement pour tester ces mots-clés. Après, on se dit toujours, oui, le SEA c'est cher, le SEA c'est ci, le SEA c'est là. Non, testez-le. Vous pouvez le faire avec quelques euros par jour. Il n'y a pas de minimum. Testez-le. Ça vous permet déjà d'amener du trafic sur votre site et voir si votre site fonctionne bien. Ça vous permet déjà peut-être de ramener quelques leads aussi et surtout voir un petit peu ce trafic que vous amenez avec tel ou tel mot-clé
comparativement à tel ou tel autre mot-clé, eh bien lequel fonctionne mieux. Ce qui vous évite de faire des erreurs SEO et de se dire voilà, j'ai mis 6 mois pour arriver en première position sur ce mot-clé et finalement maintenant que j'y suis, je me rends compte que ça amène pas vraiment de vente. Et donc le SEA et le SEO, c'est pas deux choses totalement opposées qu'il faut voir l'une contre l'autre, mais plutôt joindre leurs forces et faire des tests en SEA, commencer avec le SEA pour justement avoir des apprentissages pour votre SEO. Donc ça, je trouve ça super important. Je sais pas ce que tu en penses toi, Jérôme. Est-ce que tu reçois aussi régulièrement des demandes par rapport à ça et des questions par rapport au SEO, SEA? Mais je pense qu'il y a souvent la confusion qui existe, ou même dans des briefings, des demandes qu'on peut recevoir. Le client demande de lancer une campagne et de faire du SEO, et dans le but de générer de la visibilité, de générer du trafic. Le SEO, on peut y arriver, mais quand la campagne dure 1 mois, quand on a une deadline qui est mise, honnêtement, le SEO, c'est ce que tu disais juste avant, il va falloir du temps. Donc, c'est les choses sur lesquelles on va se positionner. Il faut remplir des balises, il faut remplir certaines choses dans le code de votre page. Donc, ça va prendre un certain temps. Et donc, on pourrait se dire que le SEO, c'est un petit peu une course de fond versus le SEA qui est un petit peu un sprint, qui est un peu le coupe-fil qui peut exister dans les parcs d'attractions. Ça permet effectivement de se positionner sur certains mots-clés. L'avantage, c'est qu'on peut voir, et tu me corriges si je me trompe, mais on peut voir un petit peu la concurrence qui existe sur certains mots-clés, avec des outils qui sont proposés par Google. Et donc, ça vous permet, par rapport à une stratégie, de se dire, voilà, il y a des mots-clés qui sont peut-être hyper évidents pour mon business. Ils sont tellement évidents que j'ai déjà une grosse concurrence de la part d'autres entreprises. Si je veux me référencer sur ces mots-là, en tout cas de manière payante, soit je paye le prix qui est induit par la grosse concurrence, soit je peux me positionner sur d'autres mots-clés qui sont peut-être sous-jacents, qui représentent peut-être un moins gros volume, mais qui sont peut-être plus intéressants en termes de conversion. Et donc, je pense que c'est vraiment important de mentionner les deux et de dire, voilà, par rapport à ce que vous voulez, quel est l'horizon en termes de timing? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver? Est-ce que vous avez des campagnes sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont générées? Et de bien comprendre, de bien faire la distinction entre les deux, où le SEO, c'est un métier à part entière. Voilà, la personne qui gère des campagnes SEA est pas forcément la même que la personne qui gère le SEO au sein d'une boîte. Tout à fait. Sauf si vous avez une personne qui fait un petit peu de tout. Mais a priori, c'est quand même des expertises qui sont différentes, qui peuvent être complémentaires, mais on est dans deux streams, deux choses différentes qui peuvent se compléter. Donc, c'est vraiment important de bien faire cette distinction entre les deux. Et le SEA, c'est toujours un petit peu le piège de dire, OK, ça veut dire quoi SEA? Tout le monde voit ce que c'est SEO, mais le A, on a toujours tendance à oublier et en disant, OK, c'est ça ou c'est autre chose. Et même moi, je me trompe, donc je fais le malin, mais je me trompe aussi de temps en temps. Ouais, tout à fait. Comme tu dis, c'est vraiment complémentaire. Il faut pas le voir comme deux choses séparées, c'est complémentaire. Et une dernière chose que je voudrais mentionner aussi, on pense toujours que le référencement naturel est égal à gratuit. C'est pas vrai. Vous allez faire un super site, vous allez faire des super contenus, vous allez faire un blog, vous allez faire des pages, et puis après 6 mois, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes nulle part au niveau du référencement et que ça ne vous amène pas de trafic. Et donc ça, c'est une autre part du SEO un peu plus technique. On n'y reviendra pas aujourd'hui, mais c'est d'avoir des liens d'autres sites vers votre site pour pouvoir le faire monter. Et donc, rien que la rédaction des articles, payer quelqu'un pour faire les articles, payer des articles sur des blogs, acheter des liens, avoir quelqu'un qui s'occupe de votre site, quelqu'un qui s'occupe de la maintenance, tout ça coûte de l'argent. Donc, il faut surtout pas croire que le SEO, c'est gratuit et donc je le fais parce que c'est gratuit. Non, il faut toujours bien réfléchir que tout ça induit un coût qu'on pense peut-être pas toujours à la base. Donc voilà, j'espère qu'on a clarifié un peu la situation ici, SEO, SEA, pour que vous ne fassiez plus ces erreurs qu'on voit encore trop souvent. Eh bien, écoute, Jérôme, passons alors sur le deuxième article aujourd'hui du podium du jour. Gros article. On a eu cette news il y a peu. Google annonce la fin de Google Analytics. C'est un titre qui fait peur. En fait, pour résumer clairement ce qu'a fait Google, vous l'avez probablement vu à gauche et à droite. C'est pas la fin d'Analytics. Ok, c'est la fin d'Universal Analytics, qui est la version actuelle de Google Analytics. Ok, Google a sorti une nouvelle version de Google Analytics en 2020 qui s'appelle GA4, donc Google Analytics 4, qui est une nouvelle version de leur outil, une version qui fonctionne un petit peu différemment, qui mesure les événements un petit peu différemment et qui est différente d'Universal Analytics, qui est la version qu'on connaît, qui est la même version depuis 15 ans finalement. Et donc ici, ils ont annoncé à partir de juillet 2023 que Universal Analytics, donc la version que tout le monde connaît, n'enregistrerait plus de données à partir de cette date-là. Donc ça pousse les entreprises et les marketeurs à penser à faire le switch sur Google Analytics 4. Et justement, ça pose la question de se remettre un petit peu en question et de se dire, j'étais habitué pendant 10-15 ans à utiliser cet outil Analytics. Maintenant, le nouvel outil que moi personnellement je trouve beaucoup plus adapté à notre époque,
eh bien, il faut refaire des setups, il faut le remettre en place. Et c'est pas toujours facile. Honnêtement, pour le commun des mortels, il est moins simple à utiliser que l'analytics qu'on connaît aujourd'hui. Donc, faites-vous aider, parlez-en avec votre agence, avec votre développeur. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais ça fonctionne pas mal derrière une fois qu'on prend la main. C'est extrêmement important. On ne doit pas, au jour d'aujourd'hui, faire le changement total vers Google Analytics 4. Par contre, je vous conseille de l'installer dès aujourd'hui, puisque en juin 2023, quand Universal Analytics sera arrêté, eh bien, vous serez obligé de passer à Google Analytics 4, et votre donnée historique que vous avez dans votre Analytics actuel, vous ne pouvez pas la faire passer dans le nouveau. D'accord? Donc, c'est important d'installer les nouvelles balises Google Analytics 4 aujourd'hui pour commencer déjà à récolter de la donnée. Et dans 1 an et demi, quand l'ancienne version d'Analytics sera arrêtée et mise en pause, eh bien, vous aurez déjà 1 an et demi de data sur cette nouvelle plateforme. Ça vous oblige pas à refaire tout votre setup maintenant, mais au moins, vous commencez déjà à récupérer les utilisateurs, les vues de page et compagnie. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Ne vous y prenez pas en juin 2023 quand la deadline est en juillet. Google nous laisse 15 mois pour prendre ça en compte. Allez voir, et honnêtement, il y a des super chouettes innovations qui ont été faites dans Google Analytics 4. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il y a vraiment des choses qui sont top, et cette version est mieux qu'Universal Analytics. Elle est juste différente, et donc il faut accepter de se remettre en question et de réapprendre en quelque sorte certains codes du tracking et de l'analytics. Mais je trouve que c'est un bon move de Google. Voilà, ils ont sorti cette version en 2020, ils laissent le temps jusqu'en 2023 pour le faire. Voilà, on a le temps pour le faire. Il faut pas arriver en dernière minute et dire on nous a pas prévenu. On est prévenu à l'avance, mais voilà, il va falloir se remettre un petit peu en question. C'est la fin d'une époque et on passe sur une nouvelle époque pour aller vers du mieux. Donc toi, je sais pas si tu utilises beaucoup dans ton day-to-day, Jérôme, Google Analytics actuellement. Oui, Analytics, mais pas le 4. Je suis déjà tombé dessus en me disant, oui, c'est quoi cette version? Je retrouve plus mes repères. J'utilise souvent pour des campagnes. Mais tu vois, quand on met des UTM, donc des liens tagués, et pour voir effectivement quelle est l'effectivité des campagnes réseaux sociaux par rapport à un site, en se disant qu'Analytics est l'endroit effectif où on va mesurer les différentes choses, plutôt que de se dire et d'aller vers votre client en disant la campagne, elle a cartonné, on a fait 10 000 clics, on a généré X milliers d'impressions à un CPM qui est vraiment faible. Quand vous faites du trafic, si vous êtes le client, ce qui vous intéresse, c'est ce qui est arrivé sur votre site. Plutôt que d'avoir un rapport qui est hyper positif et qui vous dit super campagne CPC à 10 cents, si entre ce que Facebook vous annonce et ce que vous avez sur la plateforme, vous avez perdu 90% de trafic, le coût par clic, fondamentalement, c'est pas du tout le même. Et donc, en mettant des liens qui sont traqués, on peut retrouver dans Analytics les campagnes, on peut voir effectivement comparer de quelle manière les campagnes sociales sont plus ou moins effectives par rapport à d'autres sources de campagnes pour générer des objectifs. Ça peut être des ventes, ça peut être des vues qualitatives, ça peut être des téléchargements de brochures ou de formulaires. Donc, ici, on a beau se dire, voilà, on sépare tout ce qui est réseaux sociaux de tout ce qui est Google. Et donc, tu vois, c'est pour ça qu'on intervient l'un et l'autre sur différentes choses. Il y a quand même une imbrication fondamentale des deux, et on peut pas se contenter d'une seule plateforme, qu'elle soit Analytics ou qu'elle soit réseaux sociaux. Il y a toujours un dialogue qui existe entre les deux. Et donc ici, voilà, avoir une plateforme qui évolue, tant mieux. Toi, je suis sûr et je te crois sur parole en me disant quand tu me dis qu'il y a des choses qui évoluent. Ici, 10 ans avec la même plateforme, honnêtement, tant mieux pour toi. Dans Facebook, ça change tellement souvent que honnêtement, je rêverais d'avoir la même plateforme pendant 10 ans. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, il y a toujours d'autres innovations qui arrivent entre temps. Mais je pense que le point d'Analytics doit vraiment être primordial quand on fait des campagnes, pour se dire on n'est pas juste dans son petit coin responsable de sa petite activité sur les réseaux sociaux. Ça part dans un cadre qui est plus grand. Donc, c'est toujours important d'avoir le cadre global et puis de considérer effectivement l'activité qui est générée à droite ou à gauche, mais de pouvoir mesurer et reporter les choses comme il faut. Donc, ça, c'est un petit peu mon point par rapport à tout ça. Et par rapport à vos clients, ou même vous, si vous faites appel à des agences pour gérer des campagnes, de vraiment être sûr qu'en termes de reporting, les choses soient faites correctement et qu'on vous vende pas juste un reporting avec des impressions, avec des clics, avec un CTR, avec une fréquence, mais de pouvoir reporter les choses comme il faut dans votre rapport final. Ouais, tout à fait. Et donc, pour faire juste un petit aparté par rapport aux outils analytics, ici, on parle beaucoup de Google Analytics. Pourquoi? Parce que cet outil a été jusqu'à présent gratuit. Voilà, c'est un nouveau site, on a installé Google Analytics, c'était gratuit. Il faut savoir qu'il y a d'autres outils que Google Analytics dont on parle beaucoup moins évidemment. Certains outils sont gratuits, d'autres outils sont payants, mais il faut savoir qu'il y a des alternatives. On en parlait dans un épisode précédent que les autorités autrichiennes
parlait peut-être d'interdire Google Analytics en Europe, toujours à cause de ce même problème que la data européenne était stockée sur des serveurs américains, donc hors de l'Europe. Eh bien, n'oubliez pas que vous avez aussi des outils analytics européens qui stockent la donnée sur des serveurs européens, et donc ça pose aussi moins de problèmes à ce niveau-là. Et donc, Analytics, Google Analytics est le plus connu. C'est pas le seul. Il y a d'autres outils qui sont vraiment super que nous on utilise aussi sur d'autres sites. Maintenant, souvent ces outils sont payants. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un coût énorme de payer 10, 15 ou 20 euros pour avoir un outil qui fonctionne aussi très très bien et qui a même parfois plus de possibilités qu'un Google Analytics, et savoir que sa donnée est ici stockée en Europe et pas aux US? Ça peut valoir la peine. Donc je vous dirais vraiment, voilà, si vous n'avez pas encore de solution Analytics, eh bien là il est grand temps de le faire. On est en 2022, installez-le sur votre site. Si vous êtes sur un Google Analytics et que vous y allez de temps en temps, eh bien voilà, pensez à passer sur la nouvelle version, ou du moins à l'installer en parallèle pour le moment. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin aussi, c'est de se poser la question, tiens, on était sur Universal Analytics, est-ce qu'on passe sur Google Analytics 4, ou est-ce qu'on se dit, tiens, c'est peut-être le moment d'aller réfléchir un peu plus loin, peut-être il y a d'autres outils qui font le boulot aussi, qui répondraient peut-être à nos questions et nos interrogations, et qu'on préférait peut-être à Universal Analytics, qui a vraiment le monopole depuis une dizaine d'années. Donc voilà, faites-y attention, préparez-vous, vous avez encore 15 mois, mais n'attendez pas trop, et faites le switch le plus rapidement possible pour pas être pris au dépourvu, on vous aura prévenu. Top. Eh bien, Jérôme, je te propose qu'on passe alors sur le dernier article de ce podium. Pinterest a fait son événement annuel Pinterest Presents et nous a présenté, comme son nom l'indique, plein de news qui sont vraiment top. Je te laisse en parler. Donc ça s'est passé il y a pas longtemps. On vous avait déjà dit la semaine dernière qu'on allait vous reparler de Pinterest, le parent pauvre un petit peu des plans médias. On a vu que ça a fait réagir pas mal de personnes parmi vous qui ont commenté ou qui nous ont envoyé des messages par rapport à ça. Mais donc ici, Pinterest est venu présenter son événement annuel. Alors c'est un petit peu ce qu'on avait à l'époque avec d'autres plateformes sociales qui invitaient régulièrement des agences pour présenter différentes choses. Et donc dans cette Pinterest Presents, il y a différentes choses qui ont été présentées. Il y a un petit peu du contexte. On vous a parlé de la qualité de l'audience, donc qui est plus qualitative que d'autres plateformes, par exemple du groupe Meta. Il parle aussi de tout ce qui est prédiction. Et donc Pinterest chaque année fait un rapport de tendance. Et donc ici avec 2022, on l'a pas abordé, mais on le fera peut-être dans un épisode prochain ou l'année prochaine carrément. Par rapport à ce qui se passe sur la plateforme, ils sont capables d'anticiper certaines tendances et donc ils font des prédictions. Et sur l'année précédente, je pense de mémoire qu'il y a 80% des prédictions qui sont réalisées. Et donc ils vous les divisent selon différents sujets, mais par rapport à tout ce qui se passe sur la plateforme, ils sont capables d'anticiper, de voir des tendances, des mouvements. Un petit peu l'exemple classique qu'on a avec Google, qui est capable de détecter des épidémies de grippe parce que les gens commencent à taper certains mots. On est un petit peu ici dans la même veine. Mais ce qui a vraiment fait parler ici Pinterest Presents, ou en tout cas le focus qui est dedans, c'était sur la partie commerce. Donc on sait qu'on a pas mal d'entreprises qui sont présentes en ligne et notamment sur les réseaux sociaux pour vendre des produits parce qu'ils ont un e-commerce, ils ont un site, ils ont des boutiques. Et Pinterest vient avec différentes innovations ici sur le sujet. Alors quand vous êtes sur Pinterest, il y avait déjà certaines choses qui existaient, un peu à l'instar de ce qu'on a sur Facebook ou Insta, à savoir que vous avez les shopping ads. Donc vous pouvez faire des publicités vraiment pour vendre des articles où on peut voir la description, le prix, le produit et aller l'acheter sur le site. Ils ont aussi les collection ads. Et donc ça vous permet de mettre un peu en avant une partie du catalogue. Vous pouvez connecter votre Pinterest avec votre site aussi avec une API pour s'il y a un changement sur le prix, ça influe directement sur la publicité. Mais ce qu'ils mettent ici en avant, c'est vraiment que les marques, donc les marques qui seront vérifiées, peuvent aussi mettre en avant des valeurs. Donc c'est plus uniquement le produit, mais c'est de se dire je suis une marque qui est engagée, qui est militante par exemple, qui défend certaines valeurs plus que d'autres. À partir du moment où vous êtes certifié marque, vous pourrez rajouter certaines valeurs. Et l'utilisateur / utilisatrice qui fera son tour sur Pinterest pourrait voir la marque et se dire voilà, la marque en plus elle correspond à mes valeurs parce qu'elle défend telle ou telle cause. Ça me permet d'avoir un engagement qui est encore plus fort. Et on sait que les personnes sur Pinterest sont beaucoup plus engagées par rapport à d'autres plateformes. Donc voilà, c'est juste des petits labels qui se mettent en plus. Vous choisissez ceux qui se mettent sur votre compte, ça se met dessus. C'est une manière
voilà, d'engager, d'interagir un petit peu différemment avec les personnes. Et grosse nouveauté, et je pense que c'est ça le point majeur, ce qui existe déjà sur Instagram aux États-Unis et qui arrive maintenant ici sur Pinterest, et ça sera en rollout pendant toute l'année, c'est que vous pourrez acheter directement dans l'application. Donc on le sait, et ici on a déjà eu des cas avec Julien, quand on fait des campagnes de conversion, ce qui est le plus important, c'est de mesurer son taux de conversion. Et le taux de conversion peut être impacté par différentes choses. Ça peut être l'endroit vers lequel vous envoyez, ça peut être la créa que vous mettez en avant, ça peut être tout des choses différentes. Et ici, l'idée de Pinterest, c'est que en facilitant le funnel d'achat, vous allez augmenter votre taux de conversion. Et donc, c'est assez simple à comprendre. Vous êtes sur Pinterest, vous regardez des épingles un petit peu shopping, il y a quelque chose qui vous intéresse, vous cliquez dessus, directement vous sélectionnez la taille, vous sélectionnez tous les paramètres par rapport à l'objet, par rapport aux vêtements, aux chaussures qui vous intéressent, vous commandez tout en restant dans l'application. Donc en termes de processus de vente, en termes d'étapes, on bypass honnêtement un grand nombre d'étapes potentielles, sachant que chaque clic intermédiaire entre le moment où vous avez vu l'article et l'achat sont autant de portes de sortie potentielles avant de pouvoir acheter un produit. Et donc, je pense que c'est une innovation majeure sur Pinterest, quand on sait que Pinterest permet d'avoir un retour sur investissement qui est quand même relativement intéressant en termes de ROAS, donc le retour sur l'investissement publicitaire. Donc, cette nouvelle fonctionnalité, je suis curieux de voir effectivement l'impact que ça peut avoir pour des commerces, pour des entreprises marchandes qui sont présentes sur Pinterest et voir de quelle manière ça améliore les choses. Donc voilà, il y a d'autres choses qui ont aussi été annoncées, mais je pense que ces innovations autour du shopping sont vraiment majeures et ça replace encore un peu plus Pinterest dans cette plateforme qui est un petit peu hybride entre de l'inspiration et de l'achat. Donc vous ne serez pas uniquement sur Pinterest pour regarder je sais pas moi, si vous avez besoin de mettre un peu de mobilier dans une chambre, si vous cherchez des fringues, si vous cherchez des meubles ou quoi que ce soit, vous pourrez directement les acheter et on fait un petit peu le lien entre de la considération, de la notoriété et directement de la conversion. Donc je sais pas ce que toi t'en penses, Julien, mais je trouve ici que au niveau du développement de Pinterest, il y a quand même des gros efforts qui sont faits pour le remettre sur la carte un petit peu des réseaux sociaux avec lesquels il faut compter dans une stratégie social media, comme on l'a vu la semaine dernière. Exactement, je vais tout à fait dans ton sens à ce niveau-là, et c'est ce qui pêchait toujours un peu avec Pinterest, c'est qu'il était dur de mesurer les campagnes Pinterest en dehors de Pinterest. Voilà, les gens découvraient des produits sur Pinterest, les achetaient ailleurs, mais c'était difficile de faire le lien. Donc ici, les garder dans la plateforme et les faire acheter dans la plateforme, on pourra faire les liens beaucoup plus facilement avec les investissements publicitaires. Mais je me pose une question et j'aimerais ton avis là-dessus. On voit que Facebook lance Facebook Shops, où on peut acheter directement sur Facebook. Instagram fait de même. Maintenant, Pinterest se lance dans la vente en ligne, on va dire ça comme ça. On peut acheter sur Pinterest. J'ai vu un article qui parlait que Twitter peut permettre de faire un shop maintenant. Donc, est-ce que toutes ces plateformes sociales ne sont pas en train de devenir petit à petit des espèces de marketplace, si tu veux, où finalement, à terme, on fera nos achats dans Facebook, on fera nos achats dans Pinterest, dans Instagram, ou dans Amazon ou d'autres marketplaces, finalement en n'allant plus sur les sites marchands ou sur les sites des marques directement, si ce n'est pour découvrir le produit ou avoir quelques infos. Mais si cette expérience d'achat est à chaque fois dans les plateformes, dans ces marketplaces, est-ce qu'on n'est pas en train de voir là un shift de je fais des campagnes pour amener du trafic sur mon site vers je fais des campagnes pour faire parler de mon produit et les gens vont l'acheter là où ils l'ont découvert. Donc j'aimerais un peu ton avis là-dessus. C'est pas faux, je pense que ça dépendra toujours du type de produit. Tu as des produits qui sont plus ou moins engageants et par rapport auxquels tu as toujours besoin de passer en dehors de la plateforme social media sur laquelle tu te situes pour acheter effectivement ton produit. On peut parler de tout ce qui est voyage, tout ce qui est peut-être voiture, tu as des produits qui ont quand même une valeur plus conséquente. Pour des plus petits achats, je crois que fondamentalement, effectivement, on peut considérer ces plateformes comme étant un petit peu des nouvelles marketplaces sur lesquelles tu peux aussi bien consulter le produit. Tu pourrais voir d'autres choses. Toi, sur Pinterest, rien ne t'empêche de retaper le nom et d'aller voir d'autres personnes qui ont mis en avant le produit d'une autre manière et tu peux l'acheter assez facilement. Et le move, et je pense que ça vaudrait la peine qu'on le prenne dans un sujet prochain, il y a quand même un mouvement de toutes les plateformes vers cette expérience de shopping. Vraiment pour essayer de garder les utilisateurs un maximum de temps possible dans la plateforme. Et il y a quand même une chose à noter ici dedans. Quand vous gardez les gens dans la plateforme, vous maîtrisez encore plus de data. On a vu toute la partie analytique avec des soucis, ou en tout cas des évolutions dans le tracking des utilisateurs quand ils sortent des plateformes. Ici dedans, ça vous dit que la plateforme est de plus en plus incontournable vu que tout se passe au sein de cette plateforme.
Et donc, on le voit au niveau des audiences personnalisées. On peut traquer les gens en fonction du comportement qu'ils ont dans la plateforme. La partie shopping, c'est une manière alors je sais pas si il faut le voir comme ça, mais c'est une manière de se dire, ce qu'on peut pas mesurer en dehors, on va le mesurer dans la plateforme et on va traquer directement dans notre plateforme pour se rendre le plus incontournable possible. Et donc, tu disais les marketplaces, c'est un petit peu ça, c'est des plateformes qui vont agréger de plus en plus de services. Ici, des services qui sont relativement directs. On pense au shopping. Il se pourrait très bien qu'on puisse mettre d'autres services par la suite. Mais en tout cas, c'est assez frappant de constater que toutes les plateformes font ce shift pour se dire, voilà, c'est pas uniquement des plateformes d'inspiration ou des plateformes qui doivent envoyer du trafic vers ailleurs. On peut garder l'audience captive un maximum de temps chez nous et on va leur proposer du shopping parce que on se rend compte avec les évolutions qu'on a sur les 2 dernières années, le e-commerce explose et on peut très bien se substituer aux plateformes vers lesquelles généralement on renvoie. Tout à fait. Eh bien, peut-être dans quelques années, on sera comme en Asie avec un WeChat sur lequel tu peux faire absolument tout. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un shift un peu plus tard que l'Asie vers ça, mais peut-être on se dirige vers ça. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de sujets de podium à faire par rapport à tout ça parce que c'est assez intéressant de voir cette transition. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je trouvais hyper intéressant avec vraiment des gros sujets. On a eu de la chance d'avoir des grosses news. Et je vous rappelle toujours, abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous au podcast, ça vous permet de savoir quand les nouveaux sont sortis. Comme ça, on ne doit pas toujours vous le rappeler. Et ça vous permet de suivre, justement, on essaie de faire des liens entre les différents épisodes pour revenir sur des choses dont on a parlé précédemment. Comme ça vous permet de faire le lien aussi. Et bien, je te remercie, Jérôme. Épisode un peu plus long aujourd'hui, 27 minutes. On a parlé beaucoup, mais c'était assez intéressant. Et on se retrouve alors la semaine prochaine pour, je pense, encore des news de Pinterest. On vous en dira plus. Et peut-être encore des grosses news qui arrivent. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup de vos écoutes. Ça nous fait chaud au cœur. Et tous les messages privés qu'on reçoit aussi bienveillants, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc super cool de votre part et on continue sur cette lancée. Prochain épisode, le numéro 9, ça fera 2 mois. Donc là, on reviendra sur les chiffres du 2e mois. Comme ça, vous le savez, tous les mois, on fait un petit peu une analyse du mois écoulé pour voir un petit peu, qu'est-ce que ça a donné au niveau des vues, au niveau de l'engagement, au niveau des plateformes. Et comme ça, c'est un case study en temps réel, si vous voulez, et qu'on partage avec vous pour vous donner un peu l'envers du décor de cet épisode de Podium. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut Jérôme. Ciao, salut Julien.